59 Academy, c'est un balado organique guidé par la recherche de l'histoire de la maison dans laquelle j'ai emménagé en novembre 2020, de celle de ses précédents occupants et plus largement de l'histoire de mon nouveau village et de ses résidents. Alors en novembre 2020, après 12 ans de vie à Montréal, j'ai déménagé à Sutton, dans les cantons de l'Est, dans une maison plus que centenaire. En fait, au moment d'acheter la maison, on n'a pu avoir que très peu d'informations dessus parce que l'ancienne propriétaire est décédée en 2018 et que la maison était donc vendue sans aucune déclaration du vendeur. Et pendant l'inspection, en voyant les poutres apparentes au sous-sol, c'est littéralement des troncs d'arbres à peine retaillés à la hache, et en voyant aussi les vieilles planches de bois franc qui font l'ensemble des planchers, on nous a dit que la maison devait avoir été construite autour de 1850. Donc ça veut dire que je vis dans une maison qui existe depuis plus longtemps que le Canada, parce que le pays tel qu'on le connaît aujourd'hui, il a été créé qu'en 1867. On peut imaginer qu'il y a au moins 6 générations qui nous séparent des gens qui ont construit la maison. Ça fait tout un paquet de monde qui ont pu y vivre, y dormir, y rire, y pleurer, et peut-être même à certains moments y mourir. Quoi qu'il en soit, j'ai envie d'essayer de remonter le temps à la recherche de tous ces gens-là. J'aimerais bien savoir qui ils étaient, ce qu'ils ont fait ici, comment ils ont vécu. Et l'objectif du balado, c'est donc de réussir à remonter les générations, une à une, jusqu'à ses tout premiers occupants. Mais quand je vais quelque part, j'aime bien me perdre un petit peu en chemin. J'aime bien prendre le temps de voir tout ce que le trajet a à offrir. Donc entre ce point final et aujourd'hui, entre cette première génération et nous, j'espère, en tout cas je vais essayer de faire un maximum de rencontres et qu'à travers ces rencontres, je vais pouvoir aussi découvrir l'histoire de ce petit village au pied de sa montagne. Cet épisode prologue, il va être très différent des suivants parce que vous y entendrez que moi, que ma voix. Et il a pour objectif, en fait, très simplement de vous transmettre les quelques éléments d'information que j'ai pu découvrir en commençant quelques recherches rapides. Alors tout est parti d'un nom. C'est celui que nous a donné l'agente immobilière quand on est venu visiter la maison pour la première fois. Susan B. C'était le nom de la dernière propriétaire et occupante qui malheureusement est décédée 2 ans avant, en 2018, à 51 ans seulement. En cherchant sur Google, j'ai rapidement trouvé quelques articles sur elle, un blog qu'elle tenait, et surtout je suis tombé sur sa nécrologie, qui est encore aujourd'hui publiée sur le site de la Gazette de Montréal, dans sa langue maternelle, l'anglais. Et j'ai pris la liberté de traduire cette nécrologie, d'abord parce qu'elle est particulièrement belle, elle est très touchante, mais aussi parce qu'elle évoque le genre de vie que Susan a mené dans cette maison, et que ça constitue donc le point de départ de cette enquête. Donc je vous la lis. 1802, Frederick Primerman. 1846, Solomon Squire. 1852, Stephen Powers. 1864, Reuben Mills. 1887, famille Sweet. 1961, Inglis Ling. 1987, Claire Potvin. 1999, Susan Briscoe. 2020, bienvenue au 59 Academy. Susan Jeanne B. 13 novembre 1966, 31 août 2018. C'est avec une immense peine que nous annonçons le décès de Susan ce vendredi 31 août 2018 à Montréal, au département de soins palliatifs du McGill University Health Center. Ses fils, Oliver et Nathan, et son bien-aimé conjoint, Roy, étaient à ses côtés. Susan laisse aussi en deuil ses parents, Bob et Ray, ses sœurs Lorraine et Tracy, son frère Rob, 9 nièces et neveux et de nombreux amis. Susan est née et a grandi à Montréal. Après avoir complété un baccalauréat en littérature anglaise à l'université McGill, Susan a déménagé à Vancouver où elle a travaillé dans un refuge pour femmes avant de revenir à Montréal où ses fils sont nés. Ses 2 fils, Oliver et Nathan, étaient la plus grande joie de la vie de Susan. Elle a déménagé de Montréal à Sutton quand ses garçons étaient jeunes pour leur offrir la liberté de vagabonder, d'explorer et de s'émanciper. Elle leur a parfois fait l'école à la maison et s'est dédiée à la parentalité avec amour, compassion et bienveillance. Ils étaient ce qu'elle avait de plus précieux et elle était si fière des hommes qu'ils deviendraient. Susan aimait la nature et ressentait une connexion profonde avec toute chose vivante.
Elle était particulièrement attachée aux collines, aux bois et aux cours d'eau des cantons de l'Est. Le simple fait de marcher pieds nus sur un parterre de mousse ou les jambes nues à travers les hautes herbes, ou d'observer les brillants rayons du soleil percer à travers une feuille d'arbre, lui apportait tant de félicité. Alors qu'elle vivait à Sutton, elle a complété un certificat en beaux-arts à l'université de Bishop et obtenu une maîtrise en littérature anglaise et en création littéraire à l'université Concordia. Son livre de poésie, The Crow's Vow, Le vœu du corbeau, fut hautement acclamé et considéré comme une œuvre exceptionnelle. Susan était enseignante et chercheuse au collège Dawson à Montréal quand elle est tombée malade. Après avoir été diagnostiquée en phase terminale, Susan a créé The Death Project, le projet mort, un blog où elle publiait de magnifiques textes sur le fait de vivre et de mourir. Son blog a touché des dizaines de milliers de lecteurs à travers le monde. Susan aimait l'art sous toutes ses formes et prenait beaucoup de plaisir à visiter des galeries, à aller au ballet, au cirque, au théâtre et au cinéma. Ses goûts musicaux s'étendaient de Bach à Bowie, en passant par New Order. Elle a récemment créé un prix spécial au Conseil des arts du Canada pour soutenir les femmes auteurs. Et oh, le sourire radiant, brillant et merveilleux de Susan. Le voir, c'était connaître l'amour. Elle a vécu sa vie avec intégrité, grâce, dignité et une joie intense. Elle encourageait les gens à offrir leurs cadeaux au monde, à être honnêtes, bienveillants et par-dessus tout, à aimer. La lumière et l'amour de Susan manqueront cruellement à tous ceux qui l'ont connue. Au nom de l'abeille, du papillon et de la brise, Amen. Remerciements particuliers au département de soins intensifs de McGill University Health Center. Un enterrement écologique privé a eu lieu au cimetière de Knowlton. Un service et une réception funéraire se tiendront à l'église unitariste de Montréal le samedi 8 septembre 2018 à 15h. Par ailleurs, ceux qui le souhaitent seront les bienvenus pour célébrer la vie de Susan avec sa famille dans la maison Briscoe à Knowlton. En lieu de fleurs, merci de considérer faire un don à un refuge pour femmes et ou à la banque alimentaire de votre quartier. Bon alors, quand on a lu sa nécrologie, avec ma blonde, on a été très touchés, parce qu'on reconnaissait dans cette femme plusieurs éléments de la vie qu'on espérait pouvoir se construire à Sutton. Le désir de proximité avec la nature, l'envie de voir notre fils courir dans la forêt, la recherche de tranquillité, de liberté. Donc on a senti le besoin de contacter ses fils, Oliver et Nathan, pour leur dire que si jamais on devenait les prochains propriétaires de la maison de leur mère, ils y seraient toujours les bienvenus et qu'en fait on serait même plus qu'heureux de pouvoir les rencontrer, les accueillir, pour qu'ils nous racontent un peu de ce qu'ils ont vécu ici et qu'on puisse faire connaissance. Et je crois qu'ils ont été touchés par notre démarche parce qu'on est resté en contact depuis. Avec eux, mais aussi avec Lorraine, la sœur de Susan, qu'on a rencontrée chez le notaire. Alors de temps en temps, je leur envoie des photos, je leur donne des nouvelles de la maison, des rénaux qu'on y fait. Et il y a 2 semaines, je leur ai parlé de mon projet de balado. Et Lorraine m'a tout de suite mentionné que Susan avait publié une nouvelle qui s'appelait Claire's House, dans laquelle elle parlait de la femme à qui elle-même avait racheté la maison. Oliver avait une copie du texte dans ses archives et il a eu la gentillesse de me l'envoyer. Alors, je sais pas quelle est la part de vérité et de fiction dans cette histoire, mais j'ai pas le choix de vous la lire parce qu'elle révèle d'autres éléments d'information sur le passé de la maison. Et évidemment, la nouvelle était rédigée en anglais, donc j'ai pris la peine de la traduire elle aussi. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et vos esprits, et laissez-vous emporter par les mots de Susan B. Into the fourth dimension. La maison de Claire. Je vis dans la maison de Claire. Non pas qu'elle y vive encore, pas corporellement en tout cas. Je ne sais combien de temps cela prendra pour qu'elle devienne mienne, la maison de June, en haut de la colline. Quand ils me rencontrent pour la première fois, les gens du village disent encore « Oh, tu vis dans la maison de Claire ?» Non pas que ce fût toujours la maison de Claire. Avant elle, c'était la vieille ferme Prouty. Ils étaient les premiers, des fermiers maniant des haches qui scintillaient sous le soleil d'hiver, leurs échos rebondissant de collines en collines. De gros arbres abattus, comme en témoignent les poutres et planchers. Aujourd'hui, tant des champs qu'ils ont débroussaillés à la main, toutes ces souches et rochers extirpés, sont envahis de bouleaux grêles et d'érables épais, comme des mauvaises herbes. S'il en fut quelques-uns, Claire a mis au ban tous les fantômes de Prouty loyalistes. Elle les a délogés à la fumée, il semblerait. Le papier peint teinté de jaune, j'ai dû tout arracher.
Le jour où elle a déménagé, je l'ai regardée. Une femme rêche, grise, adossée contre un mur, fumant sa dernière cigarette dans cette maison. C'est ce qui l'a tuée aussi. À peine plus d'une année plus tard, j'ai su, elle était morte. Je me suis étonné au début du fait qu'il n'y ait aucun fantôme dans une si vieille maison. Je ne me préoccupe généralement pas de ces choses-là. Je n'ai jamais ni cru ni pas cru en eux, vraiment. Mais ils imposent parfois leur présence. À l'époque, les gens mouraient chez eux, et souvent trop jeunes, alors on peut imaginer que certains s'attarderaient ici. Toutes ces couches imbibées de sang d'accouchement, un assortiment de mésaventures fermières, la terrible vague de grippe qui laissa les cimetières pleins d'agneaux de marbre. Tant de manières de mourir à l'époque. Aujourd'hui, il n'y a plus que des accidents de voiture ou des cancers en soins palliatifs. Comme Claire, comme son fils dérapant dans cette courbe, ébloui par le reflet d'un soleil du sud sur le chrome. Elle a essayé de rappeler son fantôme pour vivre ici avec elle, planter un jardin chargé de deuil, saules pleureurs, bouleaux pleureurs, monument qu'elle demanda à un sculpteur local de construire, pierres dans les parterres de fleurs, pas le genre de pierres qu'on y trouve naturellement, mais des grandes, dressées vers le ciel comme des obélisques, solides de sens. Certains diront qu'elles étaient décoratives, mais je sais qu'il s'agissait de balises, des pierres d'invocation. Mais ils n'écoutaient pas. Je ne sais pas si c'est pour cette raison qu'elle a vendu ou simplement que l'hypothèque était trop lourde. Elle avait d'abord acheté la maison avec une autre femme, une amante, partie après quelques années, revendant sa part à Claire. Voilà les détails qui furent lus à voix haute, en français bien sûr, dans le bureau du notaire. Son divorce, 12 ans plus tôt. Le mien, en cours. Des clauses entières dédiées à nos échecs respectifs d'être aimés. Voilà comment, bien qu'elle ne posât pas une seule fois les yeux sur moi, cette maison fut échangée entre nous. C'était dur pour elle, je le voyais bien, mais que pouvais-je y faire? Ce n'était pas là une occasion de charité. Elle était sagace, cependant. Passa plus d'une fois à récupérer une plante particulière du jardin, ou même une sculpture. Le monument dont l'angle était calculé pour que le soleil couchant brille à travers son interstice à la date anniversaire de la mort de son fils. Mais je l'avais déjà démonté, de peur que mon fils, qui n'arrêtait pas d'y grimper, finisse écrasé sous son poids précaire. La dernière fois qu'elle vint fut à l'automne qui précéda sa propre mort. Plus décharnée et d'un gris plus jaune qu'avant, elle est arrivée en talons hauts en daim rouge, avec une pelle pour déterrer quelques-unes des roses, celles qui tapissent l'allée et fleurissent de juin à octobre si l'on est diligent avec la coupe des fleurs fanées. Difficile de dire non à une mère en deuil. Elle n'a jamais pu retrouver son fantôme, mais elle a amené la mort dans cette maison d'autres manières. Une voisine m'a dit qu'elle et sa conjointe avaient transformé la maison en gîte touristique, mais qu'une fois seule, Claire l'avait présentée comme une retraite pour les endeuillés. Et comme ce ne fut pas un franc succès, elle accueillait aussi des résidents permanents, en phase terminale. Elle était infirmière, donc la maison devint un genre d'hospice. Elle était douée avec la mort imminente, et l'après également, organisant toujours les obsèques des laissés pour compte, me dit la voisine. Mais aucun de leurs fantômes ne s'éternisa non plus. Ce n'est qu'après que Claire elle-même ne meurt que débuta l'histoire de fantômes. Je ne savais même pas encore qu'elle était morte quand elle s'est pointée et a commencé à embêter mon fils. Il n'était pas du genre peureux. Bien qu'il n'avait pas tout à fait 4 ans, rester seul ne lui posait aucun problème. Mais soudainement, il venait me trouver, disant avoir senti quelque chose. C'était curieux, un garçon habituellement si solide. Ensuite, j'ai appris qu'elle était morte au début de l'hiver. De peine, j'imagine, bien qu'on eût dit que c'était le cancer. Elle aurait dû être heureuse alors, retrouvant enfin son fils, mais il semblerait que ce ne fût le cas. Je n'ai jamais rien su à son sujet, bien que j'ai quelquefois scanné les tombes du cimetière catholique à la recherche de son nom et de ses dates. Je préfère le vieux cimetière des loyalistes, ni fleurs expiatoires en plastique, ni cierges en verre rouge là-bas. Mais le catholique se trouve un peu plus haut sur la rue, et mes garçons aiment y jouer entre les pierres tombales. La seule chose que je savais, c'est ce que l'agente immobilière m'avait dit, qu'il était mort jeune, dans un accident de moto, quelque part dans le sud, au Mexique peut-être. Parfois, les garçons s'en vont si loin qu'ils s'y perdent pour de bon. Même leurs fantômes ne retrouvent le chemin de leur maison. Et voilà mon garçon qui déjà s'enfonce dans les bois, et moi qui appelle tout le temps, qui le cherche tout le temps. Au 3e printemps, j'ai essayé de l'enraciner ici pour de bon. J'ai sorti le placenta congelé du réfrigérateur du sous-sol. Je le gardais dans un pot de yaourt comme une sauce à spaghetti. Placenta, écrit sur un bout de ruban adhésif collé en travers du couvercle. La touche de son père.
Nous avions une jeune épinette dans un pot de tourbe qu'on nous avait offerte à sa naissance. Elle mesurait environ 1 pied maintenant, assez grande pour tenir son bout au milieu de l'herbe. Alors j'ai creusé un trou dans le jardin, pas simple dans un sol plein de cailloux. J'imagine mal comment ces fermiers se sont débrouillés pour défricher et labourer ces acres, puis planter et récolter quelque chose avant de mourir de faim. Et Claire et son cancer, avec ses talons hauts en daim, contre une pelle qui glisse et racle en s'enfonçant dans le sol. Décongelé, le placenta ressemblait exactement à ce qu'il fut la nuit de sa naissance. Un rouge pourpre brut, scintillant de sang et de membranes tendues. La torsion du cordon enroulé, découpé. Dur à regarder. Je voulais l'enterrer rapidement, inquiète que le trou ne fût pas assez profond pour décourager les moufettes et les ratons laveurs. Mais il restait là, à regarder attentivement, voulant qu'on lui explique ses fonctions, cet organe de connexion désormais sectionné, séparé. Je lui ai fait tenir le jeune arbre bien droit, lui ai dit que ses racines devraient se nourrir comme lui l'avait fait. Mais avant d'avoir pu reboucher le trou de sa terre, il avait décroché, parti récupérer son tricycle dans l'allée. C'est logique, j'imagine, qu'un fantôme puisse réemménager dans son ancienne maison. De toute évidence, les barrières physiques ne constituent pas un problème. C'était la maison de son chagrin, et elle n'en avait pas fini de son deuil. Peut-être ne pouvait-elle le retrouver, même dans l'autre astral, ou peut-être ne voulait-il rien savoir d'elle, quoi qu'il en soit. Elle est revenue. Pour lui, moi, elle m'évitait. J'étais compréhensive au début, imaginant l'agonie de sa perte. Je pouvais partager un peu mon petit garçon, mais elle ne voulait pas partager. Elle s'était installée et le voulait pour elle seule. S'est lancée dans toutes sortes de méfaits, brisant le loquet sur la salle de jeu pour l'y enfermer, enroulant les tiges des nénuphars autour de ses chevilles dans la mare, envoyant même son ballon sur la route au moment où des voitures arrivaient au sommet de la côte dissimulée. L'endroit était plein de ses pièges, mais il y faisait face. C'était moi, surveillant constamment qu'il allait bien. C'était ça qui l'embêtait. Une nuit, allant le voir avant d'aller au lit, j'ai trouvé les draps enroulés serrés autour de son cou, son visage bleu et renflé. Après cela, il a dormi à mes côtés. J'imagine que ça l'a énervé. Une mère essaie d'anticiper tous les dangers possibles, mais il en est certain que vous ne pourriez jamais imaginer. Il avait 4 ans alors, mais il était encore si petit pour son âge, une taille 2. Je m'inquiétais qu'avoir planté son épinette à l'ombre des lilas puisse avoir quelque chose à y faire. Elle n'avait pas beaucoup grandi non plus. En tout cas, un doux matin, j'ai lancé une lessive avant de sortir dans le jardin. Je coupais les roses fanées quand j'ai pris conscience que je n'avais pas veillé sur lui depuis un moment. Je n'étais pas sûr d'où il s'en était allé. J'ai appelé, mais il n'a pas répondu. Je suis retourné dans la maison, et en jetant un œil dans la buanderie, j'ai vu que le couvercle de la machine à laver n'était pas fermé. Le cycle d'essorage ne se lancera pas s'il est ouvert. Alors que j'allais le fermer, j'ai vu sa petite main, tendue vers le ciel, sa face tout juste sous la surface d'eau et de mousse. Il ne fut pas simple de l'extirper de là. J'ai essayé de lui faire sortir la tête de l'eau, mais l'agitateur le tirait vers le fond. Des images de policiers et de premiers répondants, leurs questions accusatrices, défilaient dans ma tête. Qui a déjà entendu parler d'enfants noyés dans des machines à laver ? Je devais l'éteindre. Il fallait que j'abaisse le couvercle, le refermant sur lui, pour atteindre le bouton d'arrêt, de précieuses secondes. Me souviendrai-je comment faire du bouche à bouche ? Il y a 25 ans, ces cours de natation. Éviter la salive, plus important que sauver des vies. Il était bien coincé, contorsionné dedans, et sa tête prise sous une pale de l'agitateur. Pris la décision que des blessures à la tête valaient mieux que d'être noyé. Le temps de forcer sa tête hors du piège, il était assez magané. Comme s'il s'était bagarré, mais il respirait, bégayant et pleurant d'indignation, comme lors de sa naissance. Maintenant, ma sympathie pour Claire avait atteint sa limite. Alors je suis allé à la bibliothèque. J'ai rapporté à la maison un vieux livre moisi qui conseillait une variété d'herbes et de rites, des incantations dans un drôle de vieil anglais, comme dans la Bible du roi Jacques. J'ai attaché des bouquets âcres autour de son cou, marmonnant les mots magiques. Il plissa son nez. Ça ne prit pas longtemps pour qu'il se les arrache, alors je les lui ai fourrés dans les poches, que j'ai scellées d'une couture. C'est à ce moment-là qu'elle s'en est prise à moi aussi, cacha mes clés, tous les crayons et stylos, claqua des portes et ouvrit les robinets à plein débit. Pas très original, mais néanmoins agaçant. S'attaqua à l'électricité, allumant les lumières, jouant avec le micro-ondes, réglant les thermostats au maximum, le four.
Alors je suis retourné à la bibliothèque faire des recherches sur l'exorcisme. J'ai essayé de la bannir de la maison avec une cérémonie de purification et des amulettes aux portes, chanter des incantations mémorisées. Mais Claire ne voulait rien savoir. Il me fallut quelques semaines pour me dire que c'était peut-être l'anglais qui ne lui convenait pas. J'étais déjà bien excédé, alors la dernière fois que j'ai senti son haleine fumante, j'ai hurlé « Va-t'en Claire, maudite, laisse-nous tranquille, c'est chez moi là, et c'est mon fils, il reste avec moi !» Je savais que mon québécois n'était pas parfait, mais j'étais fier d'avoir pensé à utiliser le féminin de maudit. Pendant tout ce temps, il avait été à l'œuvre dans le jardin, travaillant sur une pile de roches qu'il avait collectées, les posant délicatement en équilibre les unes sur les autres. Il ne s'arrêta pas avant que la sculpture fût aussi grande que lui. Alors il circulait, a penché sa tête sur la gauche, sur la droite, satisfait. C'était beau. Cette nuit-là, un vent chaud souffla dans une tempête hurlante. Il se réveilla, inquiet pour sa sculpture. Nous l'avons regardé à la lumière des flashs des éclairs, dressé pâle contre le vent et la pluie. La tempête s'est intensifiée, a fait vibrer la maison au point de faire trembler toutes les casseroles et de faire sauter le courant, bien que les lumières des voisins demeurèrent allumées. Les fissures de tonnerre étaient splendides. On aurait dit que la foudre s'abattait juste au-dessus de nos têtes. Nos poils se sont dressés, des frissons, une bouffée de fumée, puis elle s'est arrêtée, et s'est installée une forte pluie battante qui nous berça jusqu'au sommeil. Le matin, nous nous réveillâmes avec un ciel calme et dégagé, une douce brume persistant dans les fossés. Il courut voir sa sculpture. Elle était debout, bien que la dernière pierre soit carbonisée d'une large marque noire. Un coup de foudre. Le jour suivant, il me dit qu'il pensait qu'elle était partie, mais il me fallut encore une longue période avant que je ne le laisse hors de ma vue et de mon ouïe. Depuis cet été-là, il n'a jamais cessé de jouer avec les cailloux. Il traîne de grosses roches lisses de la rivière, et lorsque l'on marche au village, ses poches se remplissent de tant de pierres des bords de route qu'il doit tenir son pantalon pour ne pas le perdre sur le chemin du retour. Parfois, il les ouvre à coups de marteau, curieux d'en voir l'intérieur. Plus souvent, il les assemble en des sculptures, toutes en parfait équilibre. Il a appris le mot Inukshuk, et c'est ainsi qu'il les appelle. Mais le jardin commence à avoir des airs étranges, avec toutes ces sculptures de pierre partout. Les obélisques de Claire, le monument du sculpteur, ses Inukshuk, et ces arbres pleureurs devenus d'énormes choses sinistres, leurs branches branlant au-dessus des plates-bandes. Alors j'ai arrêté de m'occuper de ces parcelles. Arrêté de tondre le gazon aussi. Désormais, la pelouse est un enchevêtrement de fleurs sauvages, des pissenlits et des verges d'or principalement, mais aussi des marguerites et des carottes sauvages, plus tout un tas de choses rebelles que je ne saurais nommer. Il n'en faudra pas long pour que la forêt revendique cette terre. D'abord les impatients érables et bouleaux, qui germent en cachette dans les hautes herbes. Ensuite, le pin et l'épinette. Peut-être, dans une prochaine génération, le lent chêne. Il y a un certain temps, j'ai entendu une autre histoire au sujet de la mort de son fils, qu'il n'était pas si loin que ça dans le sud quand sa moto fut frappée, passant tout juste la frontière entre le Québec et le Vermont, à moins de 15 kilomètres de là. On dit que Claire, elle, n'est pas une fois allée aux États-Unis, ni même en Floride ou dans le Maine. Au cimetière, mon fils a trouvé une pile de pierres tombales brisées dans les débris que le fossoyeur entasse dans le bois. Il en a tiré des morceaux et en construisit bientôt un nouvel Inukshuk. Je me suis promené parmi les tombes à nouveau, pensant que si ceci était une histoire de fantôme, je trouverais la tombe de son fils, la date de sa mort coïncidant avec celle de la naissance de mon fils. Quand j'ai fait demi-tour, il y avait 2 nouvelles sculptures, côte à côte près du bois. Une mère et son fils, dit-il fièrement. Il a presque 6 ans maintenant, et il me dit qu'il est prêt à quitter la maison. Il doit partir trouver des mines, extraire des rochers, faire sa fortune. Je le convainc d'attendre un petit peu, au moins jusqu'au printemps. Il me dit de ne pas m'inquiéter. Il reviendra. Sacrée histoire, non ? Vous imaginez bien qu'en lisant ça, je suis passé par tout un tas d'émotions et de réactions. Plusieurs des choses qui sont évoquées dans le texte sont clairement véridiques. Bon, d'abord le nom de Claire.
parce qu'il est effectivement mentionné dans un certificat de localisation de la maison que Susan l'a acheté à une certaine Claire P. en 1999. Et puis, il y a les descriptions du jardin et de la flore qu'on trouve autour de la maison. Les saules pleureurs, il y en a un qui domine la maison, c'est la première chose qu'on voit en arrivant. Il est immense, imposant, et vraiment il inspire du respect. Et il y a aussi les fleurs sauvages qui ont envahi la quasi-totalité du terrain. Il y a les pierres dressées vers le ciel, il y en a une immense en contrebas, à côté d'une petite mare et qu'on voit très très bien de la fenêtre du salon. Et les inukshuk aussi sont là, enfin ce qu'il en reste. Je crois que l'équilibre des pierres a malheureusement pas résisté au passage du temps, sauf un qui fait à peu près la taille d'un enfant de entre 7 et 9 ans. Celui-là, il tient toujours debout et en fait, c'est même la première chose que je vois en regardant par la fenêtre tous les matins, juste dans le jardin. Et surtout, il y a cette histoire de machine à laver. Quand on est sorti de chez le notaire, Oliver et Nathan sont venus retrouver leur tante et on a pu les rencontrer et discuter avec eux quelques minutes. Je leur ai tout de suite dit que j'aimerais beaucoup entendre certains des souvenirs qu'ils avaient forgés dans la maison. Et Nathan m'a raconté, c'est vraiment la première histoire qui lui est venue en tête, cette fois où il avait failli se noyer dans le tambour de la machine à laver. Et la manière dont sa mère l'en avait sorti en le tirant par les jambes. Bon, mais parallèlement à ça, il y a au moins 2 éléments qui tiennent clairement de la fiction. D'abord le prénom, June, qui est mentionné au début. Et puis le fait que la protagoniste n'ait qu'un seul fils et pas 2 comme Susan. Pour tout le reste, pour l'instant, je peux pas me prononcer. Parce que moi non plus, j'ai jamais ni cru ni pas cru aux fantômes. Et moi aussi, c'est vrai qu'en emménageant ici, je me suis dit que très honnêtement, je serais pas surpris d'en croiser dans une si vieille maison. D'autant que c'est vrai qu'il y a un cimetière en face, à peine plus haut sur la rue. Et quant à Claire, à son histoire supposée, le décès de son fils et son cancer, je sais pas encore ce qui est vrai et ce qui est faux, à part qu'elle est bien décédée en 2001. Ça, je le sais parce que je suis rentré en contact avec sa sœur. En fait, le jour où on a emménagé, j'avais posté un message dans le groupe Facebook des résidents de Sutton pour me présenter avec une photo de moi. Et dans cette photo, on apercevait un petit bout de la maison en arrière. Il y a une femme qui avait commenté « Ah, vous êtes sur la maison que ma sœur a agrandie ». Donc il y a quelques jours, je lui ai réécrit et je lui ai proposé qu'on se rencontre au printemps et elle a accepté pour autant qu'on respecte bien le 2 mètres entre nous. Donc l'histoire de Claire va être à suivre dans un futur épisode. Il y a aussi beaucoup de questions que j'aimerais poser à Oliver et Nathan et je leur ai proposé de venir nous rendre visite. Oliver a déjà accepté et j'attends encore la réponse de Nathan. Donc j'espère qu'eux aussi pourront m'aider à démêler le vrai du faux et m'en raconter encore plus sur la vie que leur mère a menée dans cette maison. Mais en attendant, c'est l'agente immobilière qui s'occupait de la vente de la maison que j'ai envie de retourner voir. Elle s'appelle Beverly, elle est super sweet et j'ai cru comprendre qu'elle connaissait bien Susan. Par son mari que j'ai rencontré dans le cadre d'un tout autre projet, je sais en plus qu'elle a vécu à plusieurs endroits dans le monde et qu'elle a une vie un petit peu originale, donc je suis très curieux de l'entendre m'en parler et de faire plus ample connaissance. Donc c'est elle, Beverly, qu'on ira rencontrer dans le prochain et tout premier épisode officiel de ce nouveau balado 59 Academy.